Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier podcast de TaxCut. L'objectif de ce format, c'est de vous aider à mieux gérer votre argent en invitant donc différents experts, chacun dans leur domaine, que ce soit dans la fiscalité, dans la finance ou encore dans l'immobilier. Et aujourd'hui, on va parler d'optimisation fiscale. Et qui mieux donc pour nous parler de ça que Lucie. Lucie qui est avocate fiscaliste et aussi est plus connue sous le nom donc de la petite fiscaliste sur Instagram. Bonjour Lucie. Bonjour. Est-ce que justement tu peux nous parler un peu de ton parcours et d'où te vient cette passion pour la fiscalité? Oui, bien sûr. Donc, j'ai fait une licence en droit et pendant cette licence en droit, en deuxième année, j'ai découvert le droit fiscal. Et Ok, là, vraiment, ça a été une révélation. Tout le monde détestait ça dans la promo et moi, j'ai vraiment adoré ce côté stratégique en gérant également des finances. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour ça que je me suis dirigée vers un master de fiscalité, donc plus précisément en droit fiscal de l'entreprise. Et après ce master, j'ai passé le concours pour entrer à l'école des avocats. Et ensuite, j'ai été diplômée, donc j'exerce en tant qu'avocate depuis 2 ans maintenant. ok, super. Et d'où t'es venue aussi cette idée de lancer donc un compte Instagram? Bon, l'idée, je suppose, c'est un peu de démocratiser le conseil fiscal. Quand est-ce que tu as commencé à faire ça et quelle est l'idée derrière ce compte? Alors, j'ai commencé à la fin de mon master 1 parce Ok, qu'il y avait une sélection en master 2 et l'idée, c'était aussi de me différencier par rapport à mes camarades de promo. Il y avait 20 places dans ce master et on était, il me semble, 160. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose en plus et de me différencier. C'était aussi l'idée d'expliquer facilement le droit fiscal parce que moi, j'en parlais beaucoup et je me rendais compte que les gens payaient des impôts mais comprenaient pas du tout la fiscalité, que ce soit la fiscalité des particuliers ou la fiscalité des entreprises. Donc j'ai eu cette idée de créer ce compte et ça a plutôt bien marché, donc j'ai continué. ok, super. Et justement, en tant qu'avocate fiscaliste, quels sont un peu tes domaines d'activité pour aider les particuliers dans leur fiscalité? Est-ce que c'est plus sur tout ce qui est contentieux? Est-ce que c'est plus sur tout ce qui est déclaratif ou vraiment sur tout ce qui est optimisation fiscale? Comment réduire la charge fiscale, que ce soit des particuliers ou même peut-être des entreprises? Alors j'interviens en conseil et en contentieux parce que je trouve que Ok, les deux sont complémentaires et le contentieux aide aussi à divulguer de meilleurs conseils fiscaux puisqu'on voit où s'arrête le conseil et les risques à ne pas prendre. Donc sur le conseil, je fais beaucoup d'optimisation fiscale, de montages fiscaux pour les chefs d'entreprise par exemple. Je fais également des optimisations pour des successions, donc anticiper la succession de quelqu'un, et je fais bien évidemment des déclarations fiscales, que ce soit impôt sur le revenu ou impôt sur la fortune immobilière. Et en matière de contentieux, je fais beaucoup de contrôles fiscaux, donc pour ok, les ok. particuliers et pour les entreprises. Ok, super. Moi, il y a beaucoup de personnes qui confondent parfois ce qui est entre évasion fiscale et optimisation fiscale. Est-ce que déjà tu peux nous dire quelles sont les différences entre ces deux notions? Alors l'optimisation, c'est optimiser sa fiscalité, réduire sa charge fiscale, mais de manière légale. Ok, Donc sans contourner frauduleusement, on va dire, les dispositifs fiscaux, alors que l'évasion, ça va vraiment être utiliser les dispositifs fiscaux, mais à d'autres fins, et également, on va dire, transporter la matière imposable dans un autre pays moins fiscalisé. Donc c'est vraiment utiliser des dispositifs, mais en les contournant. Ça peut parfois être légal, mais souvent c'est en apportant la charge fiscale à un autre pays pour être moins imposé à l'étranger. ok, ok. Donc optimisation fiscale, c'est vraiment quelque chose qui est même favorisé, encouragé par l'État à travers différents dispositifs fiscaux. Et à contrario, l'évasion fiscale, c'est peut-être une partie un peu plus sombre et qui est un peu moins encouragée, en tout cas par l'État. Oui, l'évasion fiscale, ça, l'État souhaite l'interdire Ouais. en, en mettant en place Mm. des dispositifs qui, pas interdisent, mais dissuadent ou bien rendent moins favorable C'est l'imposition. ça. Après, Ok. au niveau européen, on va dire qu'on a une certaine concordance entre les pays pour éviter cette évasion fiscale. Mais bon, elle est toujours possible parce que je pense que ça sera très difficile de l'interdire étant donné que c'est des stratégies qui sont mises en place pour cumuler certains dispositifs.
Après, l'optimisation, elle est encouragée par l'État français, oui et non, parce que plus on optimise, moins l'État encaisse de fonds. Donc, on va dire que elle est... Enfin, il y a des dispositifs qui permettent d'optimiser les impôts, mais c'est pas forcément des choses qui sont euh, encouragées et dont l'État voilà, fait la promotion en quelque sorte. Ok, ok, super, très clair. Justement, en termes d'optimisation fiscale, si un particulier vient te voir, quels sont les premiers leviers qu'il peut entreprendre pour réduire sa charge fiscale? Alors, les premiers leviers à l'impôt sur le revenu, ça va être notamment les crédits et les réductions d'impôts, puisque Ok, ça va être des choses qui sont très faciles à mettre en place et qui sont accessibles à tous. Il y a également les versements sur un plan d'épargne retraite qui permettent de réduire sa charge fiscale. Et il y a également d'autres optimisations qui vont être plus dans la stratégie, par exemple, rattacher un enfant majeur ou bien lui verser une pension alimentaire. Qu'est-ce ok, qui est le plus opportun? Il y a également des optimisations sur le déficit foncier ou les revenus des locations meublées non professionnelles. On va dire qu'il y a des choses qui sont très accessibles aux particuliers et d'autres choses qui impliquent quand même d'avoir un conseil d'un professionnel ou de faire des recherches complémentaires. ok. Donc il y a tout ce qui est déficit foncier. Donc par exemple, ça c'est investir dans la pierre, faire des travaux donc dans ces différents biens immobiliers et déduire ces travaux de son imposition. Est-ce que tu as d'autres exemples ou pas de réduction de crédit d'impôt Alors, à nous il y a partager? beaucoup de crédits et réductions d'impôts en tout genre. On a le crédit d'impôt pour service à la personne qui est utilisé, j'ai lu aujourd'hui, par 5 millions de personnes. Donc, Quand même. c'est vraiment important. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont simples. Il y a aussi les dons à des organismes d'intérêt généraux. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles à mettre en place. Après, On il a y a plus que 450, plus de 450 normalement, je crois, en France, de dispositifs fiscaux qui oui, permet justement de plein et donc il y en a. qui sont très très peu utilisés comme l'investissement dans des bois et forêts. Mm. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est méconnu. Après, ce que j'aime dire à mes clients et ce qu'il faut garder en tête, c'est que s'il y a un avantage, c'est qu'il y a une contrepartie derrière. C'est souvent le décaissement de fonds, donc la perte de liquidité pour le contribuable. Donc pour moi, c'est vraiment important de voir le gain final de d'opter pour une réduction ou un crédit d'impôt, puisque l'idée, c'est pas non plus, entre guillemets, de dépouiller le particulier, tout ça pour qu'il ne paie pas d'impôt. Mm. Pour moi, il faut C'est vraiment ça. voir l'optimisation globale et voir si c'est vraiment avantageux de mettre en place des réductions ou des crédits d'impôt. Oui, parce qu'effectivement, sur certains dispositifs, parfois, il peut y avoir des contreparties. Par exemple, dans les investissements sur les domaines forestiers, Mhm. donc ça s'appelle GFI, effectivement, c'est quand même de l'argent qui est bloqué 5 ans. Oui, Donc, il y a quand exactement. même une contrepartie. Après, il y a d'autres dispositifs fiscaux aussi qui peuvent être intéressés, mais bon, il y en a plusieurs centaines, donc on va pas tous les énumérer ici. Par exemple, si on prend un exemple sur les dispositifs qui sont afférents à l'immobilier, il y a souvent un plafonnement des loyers, un plafonnement des ressources pour les locataires. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut voir en amont et voir si c'est vraiment avantageux. Parce que bon, comme on l'a vu sur le Pinel, c'était des biens qui étaient quand même chers, des loyers qui étaient donc élevés, mais les locataires ne devaient pas avoir beaucoup de ressources. Donc il y a des problèmes après pour trouver un locataire. Donc moi, mon métier aussi, c'est de conseiller au niveau pratique les clients et pas juste de voir l'avantage fiscal en tant que tel. Il faut vraiment voir les dispositifs fiscaux dans leur ensemble Oui. pour voir si effectivement ça peut valoir le coup en fonction des situations et des objectifs de chacun, Mhm. de les mettre en place ou non. Ok, Exact. ok, très clair. Toi, est-ce que tu vois des erreurs qui sont assez fréquentes auprès des particuliers que tu peux côtoyer, qu'il faut éviter? Est-ce que tu as quelques bons conseils pour éviter donc différentes erreurs en matière fiscale? Alors sur les déclarations d'impôt sur le revenu, on va dire que les erreurs qui reviennent le plus, c'est sur la déclaration des revenus fonciers. Ok, Pourquoi? Parce que, bon, je parle au réel parce qu'au micro, ils ça savent va. souvent comptabiliser leurs recettes, mais au réel, sur la déduction des charges, il y a souvent des erreurs sur quelles charges peuvent être déduites, quelles charges sont refacturées aux locataires et donc ne peuvent pas être déduites des revenus fonciers.
Sur ça, il y a souvent des erreurs et quand les personnes viennent me voir, souvent elles me disent: «J'ai fait ma déclaration, mais j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi». Ouais, Voilà. Donc, en fait, elles savent pas vraiment ce qu'elles déclarent, ce qu'elles peuvent déclarer. Donc, l'idée parfois, c'est de leur expliquer, parfois c'est de leur faire leur déclaration, et parfois c'est de rectifier les déclarations qu'elles ont faites et qu'elles ont mal faites. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une cliente qui avait pas du tout déclaré les travaux qu'elle avait fait dans ok, son bien. ouais, Elle m'a dit: «Ah, je ne savais pas qu'on pouvait déduire les travaux». Bon, il y ouais, avait quand même 15 000 € de travaux, donc je lui ai dit de faire une déclaration rectificative par mon biais ou elle-même pour les déclarer et qu'il y ait un nouvel avis d'impôt sur le revenu d'émis et qui, je ouais, pense, aura pour objet de lui rembourser de l'impôt. c'est sûr, c'est sûr. Les frais d'avocat ont été largement rentabilisés sur cette opération, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Et est-ce que tu as d'autres exemples, à part d'un point de vue immobilier, où tu as pu générer justement des économies d'impôts importantes, que ce soit sur la transmission par exemple, ou même d'un point de vue plus global, sur différents études de cas que tu peux côtoyer un peu tous les jours dans ton Alors, métier donc d'avocate fiscaliste? pour les particuliers, tout dépend la période de l'année à laquelle ils viennent me voir, parce que souvent on me contacte en décembre pour optimiser les impôts de l'année en cours, ce qui est compliqué parce que le Ouais, temps de mettre des avantages en place, ça prend du temps. Donc le plus simple, c'est le versement sur un PER. Souvent, c'est ce qui va générer le meilleur avantage au dernier moment. Parce que bien sûr, il y a de meilleurs avantages. On va dire que c'est le plus simple à mettre en place. Après, pour des chefs d'entreprise, il y a beaucoup de dispositifs d'optimisation lorsqu'ils vendent leurs titres sociaux. Donc, qu'ils vendent leurs titres sociaux à un tiers au cours de leur carrière ou bien pour départ à la retraite. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les rencontrer en amont pour faire un état de la situation, faire un calendrier prévisionnel des opérations et prévoir voilà, les meilleurs avantages à mettre en place. Notamment, il y avait l'exonération de 500 000 € pour départ à la retraite sur les plus-values générées, donc c'était très intéressant. Il y avait des conditions à respecter. Donc l'idée, c'est toujours que le chef d'entreprise vienne nous voir avant parce que souvent, ils viennent nous voir après la session et donc, bon, on peut ouais, souvent ne rien faire. Et ensuite, en effet, sur les successions, donc l'anticipation des successions, en faisant un état global du patrimoine du particulier pour voir ce qu'il est possible de donner à ses enfants, souvent, par anticipation pour réduire les droits de succession. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'optimiser de la même sorte, le plus tôt est le mieux, puisque les avantages fiscaux sont souvent plus intéressants, plus on le fait tôt. Donc, bien évidemment, c'est compliqué lorsqu'on a 40 ans de penser à sa succession, mais malheureusement, c'est une des périodes. il le faut malheureusement. Voilà, c'est ça, puisque on peut vraiment mettre en place un calendrier de donation, puisque les abattements se renouvellent tous les 15 ans, et prévoir d'optimiser au mieux sa fiscalité. Ok, donc anticiper pour gagner, c'est ça. Exactement. Ok. À quel moment il est indispensable ou en tout cas vivement conseillé de faire appel à un avocat fiscaliste ou alors à un conseiller fiscal selon toi? Est-ce que c'est toutes les typologies ou est-ce que c'est plus justement pour tout ce qui est des histoires de transmission ou dirigeant d'entreprise ou est-ce que ça fait vraiment écho pour toutes les personnes à partir du moment où on paye ne serait-ce que 2 000, 3 000 € d'impôts? Alors, je dirais qu'elles peuvent consulter un conseil à partir du moment où elles trouvent qu'elles payent trop d'impôts, puisqu'il y Ok, a des personnes qui sont totalement en accord avec les impôts qu'elles payent en fonction de leur rémunération. Après, au niveau des chefs d'entreprise, on va dire que le plus tôt est le mieux, surtout pour structurer les situations, puisque les chefs d'entreprise ont souvent différentes sociétés, ils font des investissements. Donc l'idée, c'est vraiment de structurer leur patrimoine et de créer des structures sociétaires pour optimiser leur situation dans l'ensemble. Et après, on va dire sur le contentieux, le plus tôt est le mieux, parce que quand je suis mandatée 3 jours avant la fin du délai pour répondre à l'administration, c'est très compliqué. Donc on va dire que c'est toute typologie de personnes. Après, le moment où elles veulent contacter un conseil, ça leur appartient, sauf dans le contentieux où
dès qu'elles reçoivent un document, le mieux c'est de contacter un conseil. L'idée d'un conseil, c'est vraiment de dire les options qui s'offrent aux contribuables. C'est pas forcément de lui facturer des honoraires à gogo. Et c'est souvent ce qu'on pense des Mm. avocats. Ce qui est un peu mon but via mon compte Instagram, de démocratiser tout ça et que les gens n'aient plus peur de contacter un avocat, puisque vraiment l'avocat fait peur et coûte Ouais, cher. Voilà. ouais, Donc l'idée, c'est vraiment de me rendre accessible et que les particuliers ou les professionnels me contactent vraiment facilement et aient des réponses à leurs questions. Par exemple, j'ai eu un chef d'entreprise la semaine dernière qui est venu me voir et je lui ai dit qu'il était trop tôt pour faire un montage fiscal et structurer son patrimoine, mais qu'à partir du moment où il atteint un certain seuil de chiffre d'affaires et de résultats, là, on pourrait faire des choses. ouais. Ok, super. Parce que justement, je sais pas si c'est une question indiscrète ou non, mais c'est environ combien, si tu peux nous donner une fourchette pour aller voir un avocat fiscaliste? Est-ce qu'on parle de plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers, ou ça dépend aussi peut-être vachement de la situation auquel la personne est confrontée, peut-être? Alors moi, le premier rendez-vous, je le facture 130 euros TTC. Et Ok, après, si jamais il y a une mission derrière, je déduis le tarif du premier rendez-vous du tarif de la mission. Après, pour les missions, c'est vraiment au cas par cas en fonction du travail à effectuer, puisqu'un contrôle fiscal peut être très simple comme très compliqué. Donc tout dépend du travail à effectuer. Et dans tous les cas, les devis sont toujours produits à l'avance. Une convention d'honoraires est établie, donc on va dire qu'il n'y a pas de surprise pour le client, il est toujours informé de ce qu'il va payer à la fin. Donc ça, il faut pas, on va dire, avoir des impréhensions sur ce qu'on va payer, puisque le client sera toujours informé des tarifs. ouais, ok, ok, super. On va parler maintenant un peu du budget 2025 qui a été enfin voté il y a quelques semaines. Donc, il y a eu des augmentations quand même d'impôts pour, d'une part, les entreprises, les mulottis, et pour les particuliers aussi, les mulottis. Certains dispositifs fiscaux, enfin certains avantages ont pu disparaître ou en tout cas diminuer. À contrario, il y a d'autres avantages fiscaux, d'autres dispositifs fiscaux qui sont devenus maintenant plus avantageux. Qu'est-ce que tu penses de ce budget et comment l'optimisation fiscale évolue-t-elle selon toi? Et est-ce que, d'après toi, justement, ça va dans le bon sens ou non? Alors, est-ce que ça va dans le bon sens ou non? Je pense que je peux pas me prononcer sur ça puisque j'ai pas d'avis à avoir sur la question. L'idée de ce budget, c'est toujours, on va dire, d'augmenter les recettes pour l'État et de diminuer les avantages pour les particuliers. Souvent, les avantages fiscaux, ils sont mis en place pour encourager certaines activités, certaines opérations, et une fois que ces dispositifs sont utilisés, on les supprime. C'est un peu, on va dire, la vie d'un dispositif fiscal. Hmm. Sur cette nouvelle loi de finances, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une diminution des avantages pour l'immobilier. On le voit notamment avec l'allocation meublée non professionnelle, LMNP, puisqu'il y a une suppression de l'avantage pour le calcul des plus-values, puisqu'on ne prend plus en compte les les amortissements, on les prend en compte, pardon, pour le calcul de la plus-value. Donc l'idée, c'est toujours de réduire les avantages. On le voit également sur le crédit d'impôt service à la personne, puisque cette loi prévoit un renforcement des informations à donner lors de sa déclaration pour ses crédits d'impôt. Donc je pense que l'idée du gouvernement, c'est vraiment de voir où vont les dépenses, où vont les avantages, toujours les réduire et les moduler. C'est également, on le voit dans l'article sur la taxe d'habitation, puisque la taxe d'habitation est maintenue pour les résidences secondaires. Ils ont créé un article, enfin ils l'ont pas créé, mais ils l'ont modifié en rajoutant que la taxe d'habitation pouvait être cumulée avec la cotisation foncière des entreprises. Ça s'adresse notamment aux locations meublées non professionnelles. J'ai eu différents contentieux ces dernières années pour dire que ces deux taxes ne pouvaient pas se cumuler. Bon, là, ça coupe tout, toute négociation puisque l'administration a dit que les deux pouvaient se cumuler. Donc, on va dire qu'il y a toujours des modifications et surtout des précisions qui sont apportées pour réduire les avantages et mieux les encadrer. Ok, ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on a fait des déclarations donc d'impôts les 3 dernières années
Qu'est-ce qu'on peut faire si on écoute des erreurs après coup? Est-ce qu'il faut forcément contacter une avocate fiscaliste ou non? Est-ce que ça dépend de la situation? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à une personne qui est consciente qu'elle a fait une erreur durant les 3 dernières années sur ses déclarations? Alors, tout dépend de l'erreur. Si c'est une erreur minime, je dirais que elle peut le corriger elle-même en envoyant un message sur sa messagerie aux impôts pour corriger cette erreur, il n'y a aucun souci. Si c'est une erreur plus importante, je lui dirais de contacter un conseil pour voir les modalités de correction et ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Parce qu'on a souvent des cas où les particuliers sont de très bonne foi et veulent tout dire à l'administration fiscale, mais parfois il faut stopper les choses et encadrer les choses pour leur dire on va déposer des déclarations rectificatives, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'administration. Et souvent, ils veulent absolument tout dire. J'ai eu le cas d'un contrôle fiscal où le particulier est allé à l'administration, il a vraiment tout dit, alors qu'on aurait fait des déclarations rectificatives, ce se serait très bien passé et il ne serait pas, voilà, dans la Ouais, situation où il est actuellement. Donc l'idée, c'est de rectifier si vous avez fait des erreurs, mais c'est quand même de réfléchir, voilà, à comment le faire. ouais, c'est sûr. On peut rectifier donc ces 3 dernières déclarations. C'est ça, on peut pas remonter avant si on a fait des erreurs. Oui, c'est ça. Euh, ok. Selon toi, pourquoi la fiscalité est perçue souvent hein, comme complexe et peut-être même intimidante par le grand public, comme un peu la finance? Je pense que la fiscalité, c'est encore plus intimidant. Qu'est-ce qui explique cela selon toi? Je pense que c'est intimidant parce que c'est une matière qui est quand même très complexe. Ça, on peut pas se mentir. Il y a toujours des nouveaux dispositifs, des nouvelles règles. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, qui est pas compréhensible par tous parce que tout dépend de notre métier, enfin, de plein de choses qui nous font comprendre ou non la fiscalité. Il y a aussi le fait que l'administration fiscale fait peur. Dès qu'on parle d'impôts, de déclarations, de contrôle, les contribuables vraiment ont peur de tous ces concepts et du coup, ce qui fait peur est un peu dissuasif. On ne veut pas trop s'y intéresser parce que c'est pas forcément quelque chose de positif pour le contribuable. Donc l'idée aussi de mon compte Instagram, c'est vraiment de démocratiser tout ça et d'apporter des informations pour que les contribuables aient des pouvoirs pour déclarer mieux et pour appliquer des avantages fiscaux dont finalement ils sont bénéficiaires. Par exemple, j'avais fait un post sur l'exonération des rémunérations pour les apprentis. Et j'ai plein de parents qui m'ont dit «Oh, mais on ne savait pas, on a toujours déclaré les rémunérations de nos enfants». Bon, c'est vrai que pour demander l'exonération, au départ, c'était par écrit, maintenant on doit cocher une case. Mais il y a beaucoup de petites choses comme ça et ça fait peur de se dire «Ah oui, mais je vais demander l'exonération». Oui, mais c'est de droit, c'est dans la loi, donc vous pouvez. Ok, ok, très bien. Et quels sont, si tu avais 3 conseils clés à retenir de notre échange que tu peux donner aux personnes qui nous écoutent? Alors le premier, ce serait vraiment de faire une étude globale de cette situation, de faire aussi un état de ses projets à court et long terme. Parce que moi, vraiment, quand je fais un rendez-vous avec un client, je lui demande vraiment beaucoup de choses pour comprendre ses objectifs, parce que ces objectifs auront un impact sur sa fiscalité, et la fiscalité, il faut l'anticiper. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, ce serait de faire appel à un professionnel et de ne pas avoir peur de faire appel à un professionnel. On a le cas, par exemple, des locations meublées non professionnelles, où parfois on se dit, oui, moi je vais faire la déclaration tout seul. Faites plutôt appel à un expert comptable. Un Elle est conseil. pas évidente celle-là, elle est pas évidente. Voilà. C'est des petites choses où il faut mieux, on va dire, investir de l'argent pour faire appel à un professionnel et que ce soit bien fait. Parce qu'en cas de contrôle après, les conséquences sont plus désastreuses que l'investissement que vous aurez fait au départ pour faire tout Mm. en règle. Et le troisième conseil, ce serait vraiment de vous renseigner sur les avantages fiscaux, mais ne pas appliquer un avantage fiscal seulement parce qu'il diminue votre imposition. C'est C'est ça. vraiment de regarder le gain net à la fin. Parce que bien sûr, quand vous allez faire des dons ou des investissements dans des PME, ça va réduire votre impôt.
mais l'idée, c'est de voir in fine ce que ça vous procure comme avantage et le montant de cet avantage. Bah écoute, je crois on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu voulais aborder toi d'autres sujets, d'autres questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder justement ou non? Non, je pense qu'on a fait le tour de tout. Après, voilà, si jamais les personnes ont d'autres questions, elles peuvent très bien me contacter directement. Justement, où est-ce qu'on peut te contacter pour si on veut faire appel à tes services? Oui, oui. Donc via Instagram, la petite fiscaliste. Est-ce qu'il y a Mhm. d'autres moyens de te contacter ou c'est celui-là le principal? Il y a aussi mon site internet Ouais, pour mon exercice d'avocat. Donc là, vous pouvez également me contacter par mail ou via le formulaire de contact ou m'appeler parce que je réponds également directement, au téléphone. c'est Donc, c'est possible. le principe. Ok, ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup Lucie pour tes conseils et puis je te souhaite une très bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup.